Selon Carl Jung, l'autosabotage provient souvent d'aspects d'ombre refoulés dans l'inconscient. L'ombre est la somme des pensées et des désirs qu'une personne ne peut accepter et qu'elle refoule. Dans cette vidéo, nous aborderons les explications de Carl Jung pour lutter contre l'autosabotage. 1. La source de l'autosabotage, le subconscient et l'ombre. Le ombre, l'un des concepts les plus profonds que Carl Jung a apporté à la psychologie, est un point de départ essentiel pour comprendre les fondements de l'autosabotage. Selon Jung, il existe en chaque personne une part de soi qui n'est pas acceptée par la société et la famille, qui est refoulée et exclue. Ces aspects constituent le ombre, appelé la face cachée de la personnalité. Si l'on n'établit pas une relation consciente avec cette ombre, on vit en la niant ou en la refoulant. Cependant, ce qui est refoulé ne disparaît pas. Au contraire, il s'accumule dans l'inconscient et affecte notre comportement sans que nous nous en rendions compte. C'est là que l'auto-sabotage commence. L'individu fait des choix qui lui nuisent inconsciemment, mais sous l'influence de l'ombre. Ce processus est souvent mêlé à des sentiments de culpabilité, d'inutilité ou d'inadéquation. Désir, peur, jalousie ou colère refoulées dans l'ombre refont surface par d'autres moyens. Par exemple, une personne peut se tromper en évitant des opportunités ou en se repliant brusquement sur elle-même alors qu'elle est proche du succès. Derrière de tels comportements peut se cacher la croyance « je ne suis pas digne » qu'elle porte en elle inconsciemment. Jung soutient que l'ombre est non seulement maléfique, mais qu'elle recèle aussi un potentiel créatif. Cependant, pour atteindre ce potentiel, l'individu doit d'abord affronter l'obscurité qui l'habite. Refoulée, l'ombre peut se manifester non seulement par l'auto-sabotage, mais aussi par le blâme, l'envie ou l'hostilité envers autrui. Si l'individu n'accepte pas cette obscurité intérieure, il la reproduira constamment dans le monde extérieur. Cependant, une rencontre consciente avec l'ombre est le premier pas vers la conscience de soi et l'intégration spirituelle. Selon Jung, la plus grande tragédie humaine est de chercher l'obscurité intérieure à l'extérieur et d'éviter de l'affronter. Cette fuite place l'individu en situation de lutte contre lui-même. Autrement dit, il devient son propre ennemi intérieur. L'autosabotage n'est donc pas une simple faiblesse psychologique, c'est l'expression d'un conflit profond et inconscient. Du point de vue de Jung, la solution à ce conflit passe par la compréhension non pas du monde extérieur, mais du monde intérieur. Quiconque souhaite véritablement combattre l'autosabotage doit d'abord affronter son ombre, la reconnaître et l'intégrer à sa conscience. Sans une relation amicale avec cette ombre, l'individu ne peut atteindre sa plénitude intérieure et est condamné à répéter les mêmes cycles. 2. Affronter l'ombre, le premier pas courageux. L'appel de Carl Jung à affronter l'ombre requiert non seulement une conscience psychologique, mais aussi un profond courage moral. Lorsqu'une personne décide d'affronter ses ténèbres intérieures, elle se confronte non seulement aux désirs réprimés, mais aussi aux responsabilités ignorées. Affronter l'ombre signifie renoncer à blâmer les autres et chercher la source des conflits qu'elle vit dans son propre monde intérieur. Selon Jung, cette étape est l'un des tournants les plus cruciaux de l'évolution intérieure d'un individu, car l'ombre contient non seulement des émotions perturbatrices, mais aussi des réalités qui menacent la fausse identité qu'elle s'est construite. Ce processus oblige la personne à se considérer comme un tout. Elle doit accepter non seulement ses aspects positifs, affectueux ou moraux, mais aussi ses aspects socialement rejetés, tels que la jalousie, la colère, l'arrogance et la fragilité. Cependant, cette acceptation n'est pas une soumission passive. Au contraire, c'est une façon de prendre le contrôle de ses émotions en les amenant au niveau de la conscience. Affronter son ombre, c'est aussi affronter son juge intérieur. On a souvent peur de reconnaître sa propre ombre, car elle est accompagnée de honte, de culpabilité et parfois de profonde déception. Jung souligne ici que supprimer l'ombre ne l'élimine pas, mais la pousse simplement à s'infiltrer dans nos vies de manière plus complexe. Une relation saine avec l'ombre commence par une honnêteté envers soi-même. Cette honnêteté permet de s'éloigner des images idéales imposées par la société et d'approcher sa propre vérité. Par exemple, si une personne se perçoit toujours comme serviable et dévouée, accepter son intérêt personnel ou sa colère passive peut engendrer une profonde crise. Or,
cette crise est précisément le terreau de la croissance. Les mots de Jung, « affronter son ombre, c'est éclairer l'âme », indiquent que ce chaos intérieur est porteur d'une opportunité de transformation. Le deuxième aspect important de la confrontation avec l'ombre est que l'individu doit être seul durant ce processus. Ce travail intérieur ne se nourrit pas d'approbation ou de soutien extérieur, car l'individu est contraint d'abandonner consciemment l'image qu'il projette au monde extérieur. Cette solitude n'est pas un isolement temporaire, mais le processus par lequel l'âme apprend à se connaître elle-même. Dans cette phase, fréquemment rencontrée dans la pratique analytique de Jung, l'individu reconnaît d'abord son moi fragmenté, puis commence à construire son intégrité en lui donnant du sens. Affronter l'ombre est la clé pour découvrir non seulement qui il est, mais aussi qui il peut être. Ce potentiel se révèle en percevant les énergies créatrices et intuitives ancrées dans l'ombre. Autrement dit, l'ombre n'est pas seulement obscurité, mais aussi le carburant nécessaire à la transformation. Dans les enseignements de Jung, l'idée que l'individu ne peut atteindre son propre soi, c'est-à-dire son moi intégré, sans sombrer dans son ombre, est un principe fondamental. Affronter l'ombre n'est pas une prise de conscience passive, mais une révolution intérieure active. Cette étape est nécessaire pour briser le cycle de l'auto-sabotage, car seule une personne qui perçoit sa propre obscurité peut la contrôler. Plus la relation établie avec l'ombre est ouverte et honnête, plus la liberté de l'individu s'accroît. Cette confrontation permet à la personne de transformer ses tendances destructrices, de dissoudre ses schémas autodestructeurs et, finalement, de construire une vie plus authentique. Selon le modèle psychologique de Jung, un individu qui ne franchit pas cette étape ne peut jamais atteindre son véritable potentiel, car une personne en conflit avec elle-même ne peut être en paix avec la vie. 3. Complexe et schéma répétitif. L'un des concepts auxquels Carl Jung accordait la plus grande importance pour comprendre la structure psychologique était celui de complexe. Selon lui, les complexes sont des amas de pensées qui s'accumulent dans l'inconscient de l'individu et sont chargés d'émotions. Ces amas se forment souvent autour d'expériences vécues dans l'enfance ou de traumatismes émotionnels non résolus. Les complexes acquièrent une certaine autonomie dans la structure spirituelle de l'individu et peuvent orienter la pensée, le comportement et même les décisions de vie en agissant hors du contrôle du conscient. Selon Jung, ce n'est pas un hasard si une personne se retrouve sans cesse dans des relations infructueuses, commettant constamment les mêmes erreurs ou subissant les mêmes déceptions. C'est l'expression de complexes ancrés dans l'inconscient. La personne est entraînée dans ces cycles car les complexes véhiculent des énergies non seulement mentales, mais aussi émotionnelles puissantes. Lorsque cette énergie n'est pas perçue ou résolue, elle pousse l'individu à répéter le scénario de sa vie en mode pilote automatique. C'est pourquoi Jung souligne que les complexes ne sont pas seulement des nœuds psychologiques, mais aussi des forces internes qui façonnent notre destin. La relation entre complexe et autosabotage se reflète dans la répétition involontaire et souvent involontaire de comportements qui minent sa propre vie. Par exemple, une personne atteinte d'un complexe d'inutilité, aussi talentueuse et intelligente soit-elle, se replie soudainement sur elle-même lorsqu'elle est proche du succès ou commet une erreur qui sabote le processus. Bien que ce comportement puisse paraître illogique ou irrationnel vu de l'extérieur, il exprime une forte croyance intérieure au niveau inconscient. Je ne suis pas digne de cela. Selon Jung, ces schémas intérieurs sont formés non seulement par l'individu, mais aussi par l'inconscient collectif. Les schémas hérités de la famille, des rôles sociaux et du conditionnement précoce approfondissent les racines des complexes. Cependant, le danger ne réside pas seulement dans l'existence de ces schémas, mais aussi dans l'aveuglement qu'ils engendrent lorsqu'ils ne sont pas pris en compte. Jung considère les complexes comme des aimants psychiques. Si une personne ne résout pas un complexe qu'elle porte en elle, la vie lui réserve des événements et des personnes qui le réactiveront sans cesse. Ce cycle fonctionne comme un piège qui entrave le développement spirituel de l'individu. À ce stade, l'approche de Jung ne se contente pas de détecter, mais propose également une solution. Prendre conscience du complexe et observer son impact sur la vie constitue la première étape du processus de guérison. Cela exige que l'individu se regarde comme un œil extérieur, c'est-à-dire qu'il développe une conscience de soi.
Cependant, selon Jung, cette conscience n'est pas un état d'observation passive, mais le courage d'amener le contenu inconscient au niveau de la conscience. Dans ce processus, l'individu doit établir un contact avec le langage des complexes, non seulement par l'analyse mentale, mais aussi par les rêves, l'expression artistique et le travail avec les symboles. Car les complexes opèrent non seulement au niveau de la pensée, mais aussi au niveau symbolique. Les images récurrentes dans les rêves représentent symboliquement des thèmes inconscients non résolus, et la résolution de ces symboles aide l'individu à dénouer ses nœuds intérieurs. À ce stade, Jung définit le processus thérapeutique comme une sorte de dialogue entre le moi conscient et le contenu inconscient. Avec la résolution des complexes, l'individu commence à se libérer des cycles répétitifs. Cette liberté permet une clarté non seulement comportementale, mais aussi existentielle, c'est-à-dire une relation plus holistique à la vie. Selon Jung, l'intégrité spirituelle n'est possible qu'en reconnaissant et en transformant ses schémas internes. Sans reconnaître les complexes sous-jacents à l'auto-sabotage, l'individu ne peut atteindre son véritable moi, car chaque complexe crée une division entre le conscient et l'inconscient. Plus cette division est profonde, plus le conflit interne devient destructeur. Le modèle psychologique de Jung vise non seulement la conscience individuelle, mais aussi l'intégrité intérieure, afin d'éliminer l'auto-sabotage. Et le chemin vers cette intégrité passe par l'ombre des complexes. 4. Persona. Du faux soi au vrai soi. Dans le système psychologique de Carl Jung, le concept de persona représente la relation superficielle qu'un individu établit avec la société. La persona est en réalité un masque. C'est un soi fictif qu'un individu porte pour s'adapter aux rôles sociaux et être accepté. Pour se faire une place dans la société, une personne crée une vitrine de personnalité, adaptée au monde extérieur, en dissimulant son moi intérieur, afin de répondre à certaines attentes, d'être approuvé et de ne pas être exclu. Cette vitrine est initialement un moyen d'adaptation et ne peut être considérée comme totalement dysfonctionnelle. Cependant, le danger le plus important souligné par Jung est l'identification de l'individu à ce masque. Autrement dit, si une personne oublie qui elle est au fil du temps et ne pense qu'à ce qu'elle devrait être, elle commence à vivre dans l'ombre de la persona. Cette situation engendre une forme d'auto-sabotage plus complexe et plus cachée, parce que l'individu refoule ses véritables besoins, désirs et peurs, en restant dans les limites du faux soi, et commence à façonner sa vie selon les attentes d'autrui. Cet état de refoulement se manifeste à long terme par des conflits spirituels, un manque de direction, une insatisfaction chronique et des crises de sens. L'individu identifié à la persona a souvent le sentiment que quelque chose ne va pas, mais ne peut l'exprimer avec des mots. Car le soi qu'il présente au monde extérieur semble extrêmement acceptable, responsable, accompli, harmonieux ou aimant. Cependant, cette acceptation superficielle crée un vide profond dans son monde intérieur. La personne ressent une voix intérieure qui la sabote, mais elle ne parvient pas à en identifier la source. C'est là qu'interviennent les enseignements de Jung. La persona est la première étape du développement spirituel, mais ce n'est pas l'aboutissement. Quiconque souhaite atteindre son véritable soi doit remettre en question ce masque et distinguer les rôles qui lui sont véritablement propres de ceux qui lui sont imposés par le conditionnement social. Atteindre son véritable soi passe par la reconnaissance du faux et par sa libération. S'éloigner de sa persona est le processus par lequel l'individu reconnaît sa propre essence. Ce faisant, il découvre d'abord ce qu'il n'est pas. Car à mesure que les masques approuvés par la société se détachent, les aspects fragiles et bruts de son identité se révèlent. L'individu pense se connaître sans affronter ces aspects, mais en réalité, il ne connaît que ses rôles. L'une des formes les plus cachées d'auto-sabotage réside ici. Une personne peut réprimer son véritable potentiel afin de protéger son faux soi. Elle peut craindre de dépasser l'identité qu'elle s'est construite en disant « Voilà qui je suis ». Cependant, selon Jung, il faut du courage pour se dissoudre au lieu de se réparer, car cette dissolution confronte initialement l'individu à l'incertitude et à l'insécurité. Or, cette incertitude est inhérente à la croissance spirituelle. Le vrai soi n'est pas un objet facilement accessible, c'est un processus de construction intérieure. Et ce processus commence par la dissolution du faux soi. L'individu qui s'est dépouillé de sa persona
et s'est tourné vers son vrai soi, commence alors à agir avec intégrité intérieure plutôt qu'avec l'approbation extérieure. Ce changement neutralise la source la plus fondamentale de l'auto-sabotage. L'individu n'a plus besoin de se diminuer, de se cacher ou de se transformer en quelqu'un d'autre. Lorsque l'âme entre en contact avec sa propre vérité, elle n'a plus besoin de mécanismes de défense, car la guerre est finie. Selon Jung, la tâche principale de l'individu n'est pas d'être la personne que la société veut voir en lui, mais celle que sa propre nature appelle à lui. Répondre à cet appel ouvre la porte non seulement à l'authenticité, mais aussi à un sentiment de paix intérieure et de sens. La personnalité a peut-être été nécessaire à un moment donné, mais elle n'est pas un fardeau à porter éternellement pour le développement spirituel. Retirer le masque, être authentique au prix d'une apparence fragile, est essentiel pour atteindre ce que Jung appelait le soi intégré. Et cette intégrité est le tournant dans la dissolution de l'auto-sabotage. Lorsque le faux soi est dissous, le soi commence à parler. 5. Individualisation. Le processus de découverte de son propre potentiel. Le processus de individuation, au cœur de la pensée psychologique de Carl Jung, est le cheminement d'une personne vers son intégrité, la reconnaissance de sa véritable nature et le dépassement de ses contradictions intérieures. Ce concept ne se limite pas au développement personnel. Selon Jung, l'individualisation désigne l'intégration des aspects conscients et inconscients d'une personne et l'accès à son soi central, qu'il appelle soi. La fragmentation, qu'intérieure source fondamentale d'auto-sabotage, est la cause première de ce processus. Lorsqu'une personne est confrontée à des questions telles que « Pourquoi fais-je toujours la même erreur ?» Pourquoi y a-t-il une résistance intérieure ? Ou « Pourquoi me freine-t-elle alors que je devrais être heureuse ?» À certaines étapes de sa vie, elle entre en contact avec le conflit entre l'inconscient et le conscient. Selon Jung, l'individualisation est le processus de résolution de ce conflit en reconnaissant le droit à l'existence des deux parties et en les réconciliant, sans pour autant en faire une guerre aveugle. À mesure que l'individu progresse sur ce chemin, il devient non seulement plus libre, mais aussi plus authentique. Le processus d'individualisation exige de dépasser ce qui est confortable et familier. Car nous sommes habitués à vivre cachés derrière une personnalité façonnée selon les attentes de la société. Selon Jung, atteindre son véritable soi nécessite de se débarrasser un à un de ses masques sociaux et d'accepter sa nature brute, ses aspects contradictoires et même ses côtés sombres. Jung soutient que seule cette honnêteté intérieure permet à un individu de vivre en accord avec sa nature. Car en s'aliénant à lui-même, on perd son équilibre spirituel, et ce déséquilibre peut se transformer en problème psychologique ou en échec récurrent au fil du temps. L'individualisation n'est pas seulement une analyse introvertie, elle transforme également la qualité de la relation établie avec le monde extérieur. L'individu qui s'approche de son véritable soi ne dépend plus des approbations ou des conseils extérieurs. Il prend ses décisions en fonction de sa boussole intérieure et développe un mode de vie compatible avec ses propres valeurs. Cela affaiblit les sentiments d'anxiété, de culpabilité, d'inutilité et d'inadéquation qui sont à la base de l'auto-sabotage. Car l'individu agit désormais depuis son propre centre. Selon Jung, atteindre le soi ne signifie pas seulement intégrer les parties intérieures de l'individu, mais aussi rester fidèle à sa destinée spirituelle. Lorsqu'une personne mène une vie contraire à sa nature, aussi réussie, aimée ou harmonieuse soit-elle, elle ne peut échapper au sentiment de vide intérieur. Ce vide est le terreau le plus fertile pour l'auto-sabotage. Cependant, l'individu individualisé ne ressent plus le besoin de se saper constamment, car il a établi son intégrité intérieure. Car il n'y a plus d'ennemi intérieur contre lequel il lutte. L'ennemi est depuis longtemps devenu un allié. Les rêves, les symboles, les archétypes et les moyens d'expression créatifs jouent un rôle important dans ce cheminement. Jung soutient que le processus d'individualisation doit être soutenu par un effort conscient et que la compréhension du langage symbolique de l'inconscient est essentielle à ce processus. En analysant ses propres rêves, l'individu peut percevoir ce qui se passe dans son monde intérieur. Il peut ouvrir une porte vers l'inconscient par des moyens créatifs tels que la peinture, l'écriture et la musique. Ces moyens non seulement apportent une compréhension profonde,
mais libèrent également l'énergie spirituelle de l'individu. Cette énergie n'est plus orientée vers l'auto-sabotage, mais vers la création, la construction et la transformation. Car l'individualisation n'est pas seulement un processus de connaissance de soi, mais aussi un processus de réalisation de soi. Comme le soulignait Jung, le but profond d'un individu n'est pas la paix absolue, mais un sentiment profond de plénitude. Cette plénitude représente un niveau de conscience où l'on peut concilier ses côtés sombres et lumineux, faire la paix avec son passé et façonner librement son avenir. Selon Carl Jung, l'individualisation est l'antidote à l'auto-sabotage. Parce que l'auto-sabotage survient lorsqu'une personne s'aliène sa propre nature, l'individualisation est la transformation qui met fin à cette aliénation. Ce chemin est difficile, exige du courage et de la confrontation, mais permet finalement à la personne d'établir une relation plus profonde, plus authentique et plus réparatrice avec la vie et avec elle-même. Le véritable potentiel est le fruit de la plénitude intérieure et non de fausses identités. Et comme le dit Jung, nous ne pouvons trouver notre propre lumière sans affronter notre propre ombre. 6. Guidance des rêves. Le langage du subconscient. Selon Carl Jung, les rêves sont l'un des outils les plus puissants par lesquels l'âme s'exprime indépendamment du conscient. Contrairement à la psychologie moderne, il ne considère pas les rêves comme la simple expression de désirs refoulés. Il les accepte comme une forme de dialogue entre l'inconscient et le conscient de l'individu. Des schémas comportementaux profonds et souvent inconscients, comme l'auto-sabotage, sont difficilement perceptibles à l'état de veille, car ils sont ancrés dans l'inconscient de l'individu. Pourtant, les rêves ont le potentiel de rendre visible cet invisible. Car les rêves s'expriment directement avec le langage de l'inconscient, métaphores, symboles, archétypes et émotions. L'approche unique de Jung en matière d'analyse des rêves vise à révéler les éléments que l'individu a refoulés ou dont il n'a pas conscience dans son monde intérieur. C'est pourquoi les rêves deviennent un guide unique pour comprendre et transformer la source de l'auto-sabotage. Les images récurrentes, les scénarios perturbants ou les événements symboliques fréquemment rencontrés dans les rêves sont souvent le signe avant-coureur de complexes refoulés et de conflits non résolus. Si une personne se voit constamment retourner au même endroit, fuir la même personne ou être incapable de faire face à la même situation dans ses rêves, ces thèmes récurrents symbolisent des cycles d'auto-sabotage, présents non seulement pendant le sommeil nocturne, mais aussi dans la vie quotidienne. L'approche proposée par Jung consiste à interpréter ces images, non pas littéralement, mais comme des symboles à plusieurs niveaux. Par exemple, l'effondrement d'une maison en rêve symbolise non seulement l'effondrement d'une structure physique, mais aussi le fait que la structure psychologique que l'individu s'était établie a été ébranlée ou n'est plus valide. Ces messages symboliques peuvent révéler à l'individu pourquoi il se retient, quelles peurs et croyances inconscientes il exprime. Le langage des rêves n'est pas direct, mais il est clairement un guide pour une personne qui a développé une compréhension intuitive. Selon Jung, les images archétypales contenues dans les rêves, telles que le héros, l'ombre, le vieux sage, la mère, l'enfant, représentent les étapes du développement spirituel de l'individu et ses transformations potentielles. Ces figures symbolisent souvent des aspects de la vie qu'il ou elle n'a pas encore perçus. Si une personne rencontre un enfant perdu dans une forêt sombre en rêve, il ne s'agit pas seulement d'un souvenir d'enfance. Peut-être s'agit-il d'un appel de l'inconscient lui demandant de confronter son enfant intérieur abandonné, ses sentiments non protégés et négligés. Si l'on considère que l'auto-sabotage est souvent alimenté par une tentative d'échapper à de telles confrontations, ce n'est pas une simple coïncidence si les rêves véhiculent de tels messages. L'âme souhaite que la personne se transforme, et les portes de cette transformation s'ouvrent souvent dans les rêves. Selon Jung, les rêves nous mènent à quelque chose que nous ne connaissons pas, mais cet inconnu est ce qui nous révèle réellement qui nous sommes. L'étape la plus importante de l'analyse des rêves est que l'interprétation soit interne et non externe. Dans l'approche de Jung, chaque rêve est unique à la personne. Par conséquent, bien que les symboles du rêve aient une signification universelle, leurs équivalents dans la vie de l'individu doivent être uniques. Un même symbole peut évoquer une expérience traumatisante chez une personne tout en annonçant une transformation prometteuse chez une autre.
C'est pourquoi le travail sur les rêves requiert une découverte intérieure intuitive plutôt qu'une interprétation mécanique. Jung recommande à ses patients de tenir un journal de rêves, d'exprimer les symboles en images et d'établir un dialogue avec leurs rêves. Grâce à ce processus créatif, l'individu non seulement comprend les messages de l'inconscient, il commence simultanément à travailler avec ces messages et à les transformer. Ce processus permet à l'individu de prendre conscience de ses schémas automatiques autodestructeurs et d'établir une vie plus en harmonie avec son monde intérieur. Les rêves peuvent également prédire intuitivement les étapes psychologiques que l'individu traversera dans le futur. Cet aspect, que Jung appelle fonction prospective, suggère que les rêves informent non seulement sur les traumatismes passés, mais aussi sur les évolutions futures potentielles. À cet égard, les rêves ne sont pas seulement un guide pour trouver des solutions, mais aussi une orientation. La forme la plus cachée d'auto-sabotage, le auto-sabotage, est généralement liée au fait que l'individu n'écoute pas sa guidance intérieure. Pourtant, les rêves contiennent des indices sur le véritable cheminement de l'individu. Prendre ces indices au sérieux et leur donner un sens ouvre la voie à l'intégrité spirituelle et permet à l'individu de prendre conscience des obstacles inconscients qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. À travers les rêves, l'individu découvre des moyens de revenir à lui-même, de trouver la lumière dans l'obscurité et de faire la paix avec les ombres. Le langage du subconscient est silencieux, mais il s'exprime à travers les rêves. Et cette conversation est le guide le plus sincère et le plus simple vers la transformation intérieure. 7. Harmonie intérieure. Pouvoir créatif plutôt que l'auto-sabotage. Dans le système psychologique de Carl Jung, la nature humaine est définie non seulement par les conflits et les refoulements, mais aussi par le potentiel de transformation. Selon Jung, chaque individu possède une source de créativité, le pouvoir d'établir un ordre et de produire du sens en lui-même. Cependant, ce potentiel ne peut se réaliser sans harmonie intérieure. L'harmonie intérieure est la réconciliation entre le conscient et l'inconscient de l'individu. Cela signifie également tarir la source de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage est souvent l'expression indirecte de désirs refoulés, de peurs non affrontées et d'ombres méconnues. La solution de Jung à cette situation n'est pas de réprimer ou de s'engager dans la guerre. Elle consiste à établir le dialogue, l'écoute et l'équilibre entre les parties intérieures. Car lorsque l'équilibre intérieur est établi, l'individu ne peut plus lutter contre son contraire, mais peut créer avec lui. Cet état de création est la force la plus puissante qui puisse remplacer l'auto-sabotage, une énergie créatrice consciente, originale et transformatrice. L'harmonie intérieure peut être atteinte par la reconnaissance et l'acceptation de tous ces aspects psychiques. L'intégrité psychique que Jung appelle soi représente un état d'existence où ces aspects se rejoignent et fonctionnent en harmonie. Ici, non seulement les aspects bons, vertueux ou socialement acceptés sont inclus, mais aussi ceux que nous craignons, excluons, réprimons ou ne voulons pas. L'auto-sabotage est une forme d'expression destructrice que ces parties refoulées choisissent de rendre visible. Cependant, l'harmonie intérieure est une approche basée sur la compréhension et l'intégration de ces parties dans le système au lieu de leur être hostile. Ainsi, la personne non seulement s'intègre psychologiquement, mais atteint également une expérience de soi plus créative, productive et profonde. Jung définit cet état comme l'individualisation de la personnalité et l'ancrage en son centre intérieur. Lorsque les parties intérieures cessent d'être étrangères les unes aux autres, l'individu cesse de consumer son énergie dans des conflits internes. Il transforme, dirige et canalise cette énergie vers des expressions créatives. Selon l'approche de Jung, la puissance créatrice ne se limite pas à une production artistique, c'est aussi la capacité à prendre des décisions plus originales et authentiques dans tous les domaines de la vie. L'autosabotage survient lorsqu'un individu vit selon ses peurs ou les attentes sociales plutôt que selon sa propre vérité. Cela l'amène à réprimer sa voix intérieure et, avec le temps, à nier sa propre valeur. L'harmonie intérieure permet de réentendre cette voix réprimée. En clarifiant ses valeurs, ses désirs, ses limites et ses rêves, une personne cesse de se considérer comme un obstacle, mais comme un guide. Il s'agit d'une rupture radicale avec l'autosabotage. Car l'autosabotage
prospère là où l'on ne croit pas en soi. La puissance créatrice naît de la reconstruction de cette croyance. Jung souligne que cette transformation n'est pas seulement mentale, mais aussi spirituelle. La personne s'intègre non seulement en atteignant ses objectifs, mais aussi en se sentant à sa place intérieurement. Un autre résultat de l'harmonie intérieure est que le rapport à la vie change radicalement. Les échecs ou les difficultés du monde extérieur ne sont plus perçus comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. Selon Jung, lorsqu'une personne s'intègre intérieurement, elle peut établir une relation significative avec les difficultés de la vie plutôt que d'entrer en conflit avec elles. L'auto-sabotage, au contraire, empoisonne cette relation. L'individu reste constamment sur la défensive ou sabote inconsciemment les opportunités de réaliser son potentiel. Cependant, lorsque l'harmonie intérieure se développe, l'individu n'a plus besoin de ce sabotage. Parce que le système intérieur n'entre pas en conflit avec lui-même, il adopte une attitude plus claire, plus déterminée et plus créative face au monde extérieur. Cette nouvelle attitude permet à l'individu de se libérer non seulement psychologiquement, mais aussi existentiellement. La suggestion ultime de Carl Jung pour combattre l'autosabotage est l'harmonie intérieure. Cette harmonie s'obtient non pas par la répression, mais par la compréhension, non par l'ignorance, mais par l'inclusion, non par la peur, mais par la confrontation et la création. L'énergie psychique libérée par la résolution des conflits intérieurs ne devient plus destructive, mais constructive. Ce pouvoir permet à l'individu de vivre sa vie de manière plus significative, plus originale et plus holistique. Selon Jung, la plus grande tâche de l'âme est de rester fidèle à soi-même. Et cette fidélité est la base de la libération de l'auto-sabotage. Une fois l'harmonie intérieure atteinte, l'individu n'est plus l'ennemi de son propre potentiel, mais son plus puissant allié. Et cette transformation n'est pas seulement un accomplissement psychologique, c'est un éveil spirituel. Dans cette vidéo, nous avons abordé l'explication de Carl Jung sur la lutte contre l'auto-sabotage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.